Premièrement, je tiens à remercier tout le monde à la maison qui est présent en ce salon du livre qui est un petit peu différent cette année. Puis surtout, je vous invite, si jamais vous en avez envie, à clavarder avec nous. Moi, j'ai accès au secret des dieux, donc j'ai accès à vos questions et messages et commentaires que je pourrais transférer aux auteurs si vous voulez. On fait ça en live, on fait ça en direct, on s'amuse. Puis on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet, moi, qui m'a premièrement, à prime abord, très intriguée, qui est le nature writing, donc l'écriture de la nature, écrire la nature, la représenter dans nos œuvres. Et j'ai avec moi des personnes formidables avec qui j'ai déjà eu la chance de parler un peu et de voyager parce qu'ils viennent de l'Ouest canadien. Donc déjà, on sort un peu de notre environnement, on voyage. On se rend, par exemple, avec Madame Simone Hébert-Allard, qui est originaire de Saint-Boniface et qui est présentement à Winnipeg. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, oui, je vais bien, et vous? Très bien, merci. On est aussi avec Lynn Garot, originaire du Québec, mais qui maintenant est en Colombie-Britannique, à Vancouver, plus précisément. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Et finalement, David Baudemont, de Saskatoon. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous des auteurs qui avaient à cœur la nature. Premièrement, j'aimerais vous demander, puis allez-y à tour de rôle, pour vous, pourquoi est-ce que c'était si important dans vos écrits de mettre la nature en premier plan? Allons-y avec Madame Hébert-Allard, Simone. OK. Bien, moi, j'ai été obsédée par la nature depuis que je suis toute petite. Alors, ce qui manquait vraiment quand je grandissais, c'était des livres en français au sujet de la nature. Alors, les enfants maintenant sont gâtés. Ils ont toute une sélection. Des beaux livres en couleur pour tous les âges. Alors, moi, j'aurais adoré ça, petite fille. Alors, on dit toujours qu'on devrait écrire ce qui n'était pas là ou ce qui n'est pas là. Alors, c'est ça que je suis en train de faire. Je veux entraîner les jeunes dans la magie de la nature. C'est vraiment beau. Puis d'ailleurs, on va faire une petite parenthèse parce que j'aimerais ça parler de votre livre un peu, qui porte en fait sur les papillons. Puis là, moi, je vais vous montrer de loin. Moi, je vais vous montrer la page couverture qui est absolument magnifique. Oui. Donc, de votre livre, en fait, il semblerait que vous ayez commencé les recherches quand vous étiez jeune. Vous avez simplement aimé ça. Puis c'est d'ailleurs le premier d'une série. Oui, ça sera une série de 6 livres, une série pan-canadienne qui pourra toucher les jeunes francophones et anglophones. Ça sera une série que je vais traduire moi-même, vu que je suis traductrice également. Ah, OK. Alors, je vais faire des traductions en anglais. J'ai commencé déjà. Alors, c'est un sujet qui me passionne. J'ai écrit un guide en anglais. Alors, cette série, c'est une commande des Éditions des Plaines. Alors, le livre qui m'intrigue le plus, qu'il y a très, très peu écrit à ce sujet, c'est les papillons du Nord. Alors, à un moment donné, dans la série, il y aura les papillons du Nord, du Yukon, du Nunavut. C'est passionnant parce que ces pauvres petites bestioles arrivent à se reproduire dans des foies sibériens. Alors, j'ai hâte d'écrire celui-là. Il y aura le livre sur l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Le premier, c'était le Manitoba et la Saskatchewan. Puis il y aura ensuite les Maritimes, évidemment. Alors, c'est toute une panoplie. C'est intéressant de voir les différences régionales des espèces qui s'y retrouvent. Absolument. Puis vous, Madame Garot, je sais que au niveau de la nature, en fait, pourquoi vous avez voulu mettre ça de l'avant? Qu'est-ce qui vous a toujours intéressé? Qu'est-ce qui vous passionnait? En fait, j'ai écrit 2 livres jeunesse, un sur Émilie Carr, qui est une biographie, et puis l'autre qui est un petit roman qui s'appelle Isalou, et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vit à la fois le monde de son point de vue d'enfant, mais aussi qui se transforme de temps en temps en petite louvette, si on peut le dire, et qui vit toutes les étapes de la vie d'un petit loup. Et donc, j'ai pas planifié d'écrire sur la nature, mais c'est ça qui est arrivé dans les 2 cas. C'était une histoire vraiment où la nature était plus importante que tout. Dans le cas du loup, la petite fille apprend à voir le monde de 2 points de vue différents, celui de la nature puis celui de l'humain, et puis de voir comment on peut vivre en harmonie. Et dans le cas d'Émilie Carr, moi, à ce moment-là, j'enseignais la 3e année. Puis je voulais écrire un livre pour mes élèves pour leur montrer comment on fait une petite biographie. Émilie Carr, c'est quelqu'un qui m'avait toujours fascinée. Elle a pu rendre vraiment l'âme des arbres. Alors, elle est allée
Elle est allée dans la forêt à une époque où les femmes faisaient pas du camping ni rien de tout ça. Donc, j'ai trouvé que c'était un beau sujet et mes élèves ont vraiment adoré. Donc, et maintenant, mais ça se retrouve sous forme de livre illustré par Paul Roux. Oui, je vois que je vous ai vu le montrer vite, vite. Je tiens à montrer l'image qui est absolument magnifique qu'on voit sur la page couverture. Je suis allée chercher toutes vos couvertures. Puis, d'ailleurs, ça m'amène à vous, Monsieur Baudemont, David de votre prénom, Junk City, qui est votre livre incroyable, qui est un roman d'ailleurs que vous avez écrit avec des élèves de 5e année, si je ne m'abuse, de Canadiens et Français à Saskatoon. Et donc, c'est quand même, c'est tout un travail de travailler avec des jeunes, travailler avec les élèves, les amener justement à créer tout ça. C'est l'histoire de Raphaël, un petit garçon qui joue à un jeu vidéo. Absolument, moi, je suis fascinée. Je veux jouer à ce jeu vidéo-là. C'est un jeu vidéo où, justement, on parle autant des problématiques environnementales, on parle du recyclage, de comment gérer les déchets. Puis, il y a une petite fille aussi, Michel, qui est en quête d'identité. Comment vos jeunes vous ont inspiré à écrire ça? C'est tout un processus, en fait, ce que j'utilise depuis d'assez nombreuses années, qui sont des ateliers de création qui sont basés à la fois sur des exercices écrits, mais beaucoup plus maintenant sur des exercices graphiques, alors des œuvres d'art qu'eux-mêmes créent. Et donc, parce qu'avec l'écrit, ils ont un rapport qui est un peu plus difficile que ce que nous avions. Nous sommes de la génération des livres, sans de génération de l'image, donc il faut passer par l'image. On parlait de nature writing, leur connexion avec la nature n'est pas la même que la nôtre aussi. Moi, j'ai une connexion très forte. J'ai été géologue pendant longtemps, je marche beaucoup. Je suis amoureux de ces espaces comme l'Inn, ces îles qui sont extraordinaires. Mais eux, c'est beaucoup plus lointain. Ce sont des urbains, en tout cas avec lesquels j'ai travaillé, et qui ont une relation avec la réalité qui passe beaucoup par Internet. Alors, comment concilier ces deux-là? Ça a été un peu le défi de cette histoire qui est partie sur un double. Une espèce de double histoire où Raphaël est le fils d'un pêcheur. Et c'est une image, c'est un petit tableau de Maud Lewis. Vous connaissez probablement Maud Lewis, qui est cette peintre naïve du Nouveau-Brunswick dont on a fait un film il n'y a pas longtemps. On voyait un petit port de pêche. Et donc, ils avaient choisi cette image et ils ont fait un résumé. Et c'est donc Raphaël, qui est le fils de pêcheur, qui passe un temps fou sur Internet. Son père aime pas ça parce que ça a des conséquences sur ses devoirs, etc., et sur ses notes, etc. Donc, il y a tout un conflit de génération. Et je pense que donc c'est là aussi où s'exprime dans cette histoire tout le conflit entre les jeunes, la nature qui est un peu lointaine mais qui vénère, et puis notre génération qui est un peu loin, avec laquelle la communication n'est pas toujours facile. Alors voilà, c'est tout ça. Il y a un imbroglio là-dedans. Là aussi se mêlent aussi des problèmes d'identité, de genre sexuel. Et ça fait, parce que c'est un monde Internet qui est aussi un peu où la réalité est déformée, n'est pas la même, et les gens choisissent parfois des filles de devenir garçons et des garçons de devenir filles. Mais c'est plus souvent une fille qui devient un garçon parce que les jeux vidéo sont plus un monde de garçons. Alors voilà, tout ça se retrouve un peu dans un fourre-tout sur la côte Est avec des tempêtes qui arrivent parce que les ouragans les queues d'ouragans sont de plus en plus fréquentes. Et donc, on fait des parallèles entre les tempêtes dans les familles et les tempêtes et les vraies tempêtes. Alors, ça a été une histoire très riche. C'est un peu tout un défi de les focaliser, de garder leur attention, parce qu'avec ces générations qui vont un peu dans tous les sens, nous aussi, on avait cette espèce de capacité de nous mettre dans un sujet, d'y rester pendant 1 heure. C'est plus pareil. Alors, c'est 10 minutes, 15 minutes au grand maximum. Ouais. Alors, il faut gérer tout ça, mais la richesse qui en sort est assez exceptionnelle. Oui, puis d'ailleurs, justement, considérant qu'il y en a qui vous écoutent en ce moment, moi, il y a une chose que j'ai remarqué de vos 3 écrits que j'ai trouvé absolument formidable, c'est que c'est des écrits faits totalement différents. Vous avez un genre littéraire totalement différent. Au final, c'est l'information, que ce soit informatif,
mais vous parlez beaucoup des rêves des jeunes. Puis ce que je vois là-dedans, moi, ce que j'aime connaître, en fait, c'est vous, en tant qu'enfant, quels étaient vos plus grands rêves? Parce qu'on voit que vous voulez partager ça avec les plus jeunes, c'est que ça part de quelque chose. Donc, c'était quoi vos plus grands rêves enfants? Tantôt, Simone, je vous ai entendu dire justement que vous vouliez créer des choses qui n'existaient pas. Mais à cet âge-là, est-ce que vous croyez un jour vous retrouver où vous êtes en ce moment, mais surtout écrire pour ce public-là? Si je m'imaginais de le faire, j'ai toujours voulu être écrivaine. Quand j'étais toute petite, je faisais des écrits. Quand j'ai lancé mon tout premier livre en anglais, mon livre Le Guide des papillons, j'ai lu quelque chose que j'avais écrit quand j'avais 9 ans. Et puis, c'était au sujet des écureuils. C'était vraiment drôle parce que c'était l'écureuil maman qui était fâchée contre le papa parce qu'il faisait pas son travail pour aller chercher des glands ou quelque chose. Alors, la graine était plantée il y a longtemps. Alors, non, je suis ravie de voir que j'ai pu publier plusieurs livres sur la nature, au fait. Alors, il y a toute une série aussi que j'ai écrit pour Guérin. C'était tous des livres sur la nature. Alors, c'est une passion qui m'a portée toute ma vie. Alors, je suis ravie de voir le produit de tout ça. Je vais continuer. Il faut. Oui. Oui, Lynn? Alors, un peu comme Simone, moi aussi, quand on m'a demandé pourquoi tu veux aller à l'école, j'ai dit parce que je veux écrire des livres pour mes poupées. Alors, c'est un bon départ. Alors, tout petite, j'ai commencé à écrire des livres pour mes poupées. Et elles ont beaucoup apprécié, d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Puis dans l'introduction du livre sur Émilie Carr, justement, je dis aux enfants, mais quels sont vos rêves? Parce que moi, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un, une vraie personne qui avait des rêves qui semblaient complètement impossibles et qui a réussi à réaliser ses rêves. Et son rêve, c'était de peindre la forêt de la Colombie-Britannique, mais pas de façon réaliste, au niveau des émotions, de ce qu'elle ressentait et de ce qu'elle ressentait de la forêt. Alors, j'ai trouvé que c'était beau de présenter ça aux enfants avant qu'on aille voir les œuvres d'Émilie Carr, mais aussi parce qu'eux aussi, ils ont des rêves. Et ça m'intéressait de savoir c'est quoi leur rêve à eux et de leur dire que on peut le faire. On peut vivre nos rêves. Oui. Oui, surtout considérant aussi qu'Émilie Carr, elle est née à la fin du 19e siècle. Donc, c'est aussi une autre époque. Il y a des rêves pour toutes les générations, tous les mondes. Oui, puis à ce moment-là, bon, une femme peintre au départ, c'était quelque chose, mais non seulement elle a fait ça, elle était amie avec des gens des Premières Nations. C'est une des premières personnes qui a parlé des pensionnats et qui a exprimé à quel point c'était révoltant. Et ça nous paraît évident maintenant, mais à l'époque, là, c'était vraiment quelque chose. Elle avait une amie très chère qui s'appelait Sophie Frank, qui était elle-même un membre des Premières Nations. Et donc, puis elle a fait du camping à la fin du 19e siècle. On a décidé d'aller repenser tous les totems avant qu'ils s'effondrent, parce que les totems, on les laisse dans la forêt, et c'est ça la vie d'un totem. Le totem, un jour, s'effondre et c'est normal parce que le totem fait partie de la forêt. Donc, elle a décidé que c'était trop beau, puis elle a décidé d'aller tous les peindre, mais se rendre en canot à l'époque, alors qu'on ne pouvait pas aller acheter du matériel de camping et des matelas de couchage. Oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a impressionnée, puis qui en même temps n'était pas facile, mais qui a vécu ses rêves. Et qui a apporté quelque chose. Vous, David, le rêve d'enfance, est-ce que ça a toujours été l'écriture? Je sais que c'est ça, vous étiez géologue, si je ne m'abuse, oui. Non, l'écriture est venue très tard, mais je crois que j'avais dans ma tête une espèce de rêve un peu à la Tintin, avec des voyages, avec des aventures. Et effectivement, je me suis construit un petit peu ce rêve un peu mythique
du héros de notre génération et je l'ai vécu, mais à un moment donné, je pense que faire le tour du monde et aller voir le bout du monde, ça m'a un peu pesé. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre, d'ailleurs, j'ai toujours été proche de la nature et je me suis projeté dans un arbre. C'est assez marrant parce que quand j'entends parler, et j'ai écrit Jaune, qui se passait dans le nord du Canada. Et c'est un bouleau qui, au premier automne, se rend compte qu'il n'est pas de la même couleur que les autres. Donc, je me suis rendu compte que j'allais pas très bien dans cette industrie un peu trop technologique et un peu trop orientée vers le profit. Et donc, j'ai fait un changement de carrière. J'en suis très heureux. Donc, oui, les livres aident à aller vers ses rêves, parce qu'ils parlent de nos rêves, ils parlent tout le temps de nos rêves. Alors, pour en revenir à la classe avec laquelle j'ai écrit Jump City, leur rêve n'a rien à voir avec les miens, avec les nôtres, je crois. Leur rêve absolu, c'est de devenir un bon gamer. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'un gamer, mais un gamer, c'est un joueur de jeux vidéo. Et voir l'ultime consécration, ce serait d'inventer soi-même son propre jeu, de devenir game designer, je pense, enfin bon, programmeur de jeux vidéo. Et alors là, ça dépasse absolument tout. Nous, on voulait être reporter, médecin, aventurier, j'en sais rien, mais eux, c'est être le meilleur joueur de jeux vidéo du monde. Il n'y a rien qui dépasse cette gloire absolue. Alors voilà, on est en face d'un monde qui est complètement différent. Et est-ce qu'ils deviendront? Probablement pas. Il y en a qui vont devoir avoir des carrières beaucoup plus classiques et il y en a peut-être un ou deux qui vont réussir dans ce club très fermé des programmeurs de jeux vidéo. Mais au moins, je pense que faire le livre ensemble disons, est allé dans leur mythologie et les a cherchés dans leur créativité. Et c'est ça qui est important parce que c'est ça qu'ils vont utiliser plus tard dans leur carrière pour réaliser leurs rêves. Ils l'ont tous, mais je crois qu'ils ont un peu de mal à savoir ce que c'est en dehors du jeu vidéo, quel est vraiment leur rêve dans une réalité. Bon, ils sont peut-être un peu jeunes, c'est 5e année, 10-11 ans, c'est pas encore à cet âge-là qu'on sait ce qu'on va faire. Donc, c'est un moyen, je pense que le jeu vidéo actuellement est un moyen de se trouver eux-mêmes pour savoir quelle place ils vont se trouver dans la vie. Puis là, d'ailleurs, vous ouvrez bien la porte, vous parlez de voyager, de sortir puis d'être dans la réalité. Vous êtes tous dans l'Ouest canadien en ce moment. Puis je sais que pour quelqu'un qui est soit à Montréal, en Outaouais, l'Ouest canadien, Saskatoon, Vancouver, on trouve ça un peu flou. On ne sait pas exactement c'est quoi si on n'est jamais allé. Puis j'aimerais ça que vous me décriviez votre nature en ce moment. Ça ressemble à quoi à l'extérieur de chez vous? Qu'est-ce que vous voyez? Parce qu'on en a parlé un peu tantôt. Puis moi, j'avais juste le goût de prendre l'avion, mais là, ce sera pas pour tout de suite. Mais justement, j'ai le goût de faire rêver les enfants. Je veux savoir, c'est quoi chez vous? Ça ressemble à quoi? C'est quoi l'Ouest canadien? C'est pas mal une grande question. De l'extérieur de votre fenêtre, que voyez-vous? Ah, bien, moi, c'est les oiseaux. Je nourris les oiseaux depuis des années et des années. Alors, j'ai une vingtaine de roselets familiers qui viennent à tous les jours manger à mes mangeoires. J'ai des pie-grièches grises, des mésanges, des jets bleus. Parfois, j'ai entendu des coyotes l'autre soir, derrière chez moi, en pleine ville, des coyotes. Parfois, on voit des renards, des ratons laveurs viennent nous rendre visite assez souvent. Alors, c'est assez riche. C'est pour ça que je voulais vivre au bord de la rivière. Oui, on continue avec Lynn. Il y a un petit... Il y a un petit... Elle va être de retour, la revoilà. Donc oui, Lynn, je sais que vous êtes, c'est ça, vous êtes entre Vancouver et l'île de Saturna. Fait que vous vivez à deux endroits à la fois. Oui, c'est complètement différent. Je passe de l'un à l'autre. Là, en ce moment, je suis à Vancouver parce que sur Saturna, quand il passe des bateaux, je perds l'Internet. Donc, c'était très important que je ne perde pas l'Internet ce matin. Je suis à Vancouver. À Vancouver, en ce moment, ce que je vois surtout en regardant par ma fenêtre, c'est de la pluie. Alors, je vais décrire plutôt Saturna, qui est un endroit tout à fait merveilleux. C'est une petite île. Il y a seulement 300 personnes sur l'île qui habitent à temps plein. Et il y a des épaulards,
qu'on peut voir à partir du rivage. Il y a les ratons laveurs, évidemment, mais ça, il y en a même à Vancouver. Parce qu'à Vancouver, la nature a tendance à rentrer dans la ville, comme dans bien des villes de nos jours. Sur Saturnin, il y a des aigles que j'entends crier. Et je trouve ça tellement merveilleux d'entendre crier un aigle. C'est tellement pas ce à quoi on s'attendrait comme cri. Oui. Il y a des tas d'oiseaux-mouches. Il y a des loutres qui sont très enjouées, qui jouent dans la mer. J'ai une famille de loutres qui habite près de chez moi et puis leur façon de nager puis de faire des culbutes dans l'eau, c'est comme des enfants. Alors, oui, alors l'endroit où j'habite, moi, je suis chanceuse parce que j'ai accès à la nature, à toutes sortes d'animaux, de plantes qui me donnent beaucoup de bonheur. Ah, c'est bien. Puis vous, David, Saskatoon, quelqu'un qui n'est jamais allé, qui ne sait pas ce que c'est, le vrai Saskatoon, non, c'est les plaines, ça, on en a parlé un peu tantôt, mais vous, votre Saskatoon, à quoi c'est? À vous, c'est quoi? Oui, c'est très contrasté aussi, un peu comme Lynn le disait. L'urbain est très présent maintenant. Les gros quartiers, les villes se développent beaucoup, cachent un petit peu la plaine qui est derrière. Et donc, ce sont des villes un peu tentaculaires comme Calgary ou Saskatoon qui ont tendance à grossir. Et ça n'en reste pas moins que la nature est très, très proche. La rivière traverse Saskatoon et donc on a aussi effectivement des aigles, des cerfs ou des biches qui s'approchent très près des maisons, des coyotes, des lapins. Et hier, je suis revenu d'Alberta. On était une semaine en Alberta et à chaque fois, c'est toute une expérience de voir. On a l'impression de traverser la mer. Et surtout en ce moment, il y a beaucoup de neige. Donc, c'est un grand blanc immense où on ne sait plus vraiment quoi est quoi. L'horizon se cache. On voit absolument rien. Il y a des endroits où on voit que quelques rares fermes. Et on a l'impression de naviguer sur une immense mer. C'est ce qui m'avait frappé quand je suis venu il y a 30 ans ici. J'avais fait le trajet de Calgary à Saskatoon et je m'étais arrêté au milieu parce que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi grand, terrestre. Il n'y a que la mer qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut sentir quand on est au milieu des plaines, au milieu de nulle part. C'est vraiment ça, au milieu de nulle part. Et il y a toujours des animaux, effectivement, beaucoup de biches, beaucoup de coyotes qui passent, etc. Donc, on a toujours un rapport à la nature qui est très proche, puisqu'on ne peut pas ne pas la voir. Je sais que Simone a un petit peu de difficulté avec son Internet en ce moment, fait qu'elle va revenir dès qu'on la retrouve avec l'Internet. Mais en attendant, j'ai le goût de vous demander une question quand même super importante. Quand on pense au Canada en général, le reste du Canada, on dit que c'est beaucoup anglophone. On oublie parfois quel secteur de la francophonie, dans l'importance surtout en fait de la littérature. Rebonjour, belle Simone, vous êtes de retour. Vous revoilà. Donc, je voulais juste parler de l'importance justement de la littérature jeunesse francophone dans vos coins, vous autres, où vous êtes. Comment vous voyez ça, l'intérêt que les jeunes, est-ce que vous trouvez qu'on lui fait assez de place dans le reste du Canada à la littérature francophone? Est-ce que vous voulez parler de la littérature francophone, l'importance de la littérature francophone ici? Ici, oui. Surtout avec les jeunes, je dirais. Oui, alors. Ils doivent trouver leur place dans tout ça. Là. D'accord. Ben, je vais laisser Simone parler. Elle semble avoir encore un petit problème de réseau. Mais... Alors, ben, je vais me lancer parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je pense que comme auteur francophone, je vais parler de Vancouver ici, puis de la Colombie-Britannique, ce que je suis capable de faire, c'est d'écrire la réalité des jeunes francophones et francophiles, ceux qui sont en immersion de Colombie-Britannique, alors c'est une réalité de Colombie-Britannique, mais que j'écris d'un point de vue francophone avec des racines québécoises. Donc, c'est complètement différent d'un livre, par exemple, qui serait écrit par un anglophone et traduit en français. Mm-hmm. Ce que j'écris vraiment, c'est avec mon cœur de francophone. Alors, j'apporte quelque chose quand même de différent, pas de mieux ou de pire,
Et je pense que c'est très important, évidemment, que nos jeunes ici, ils soient capables de s'identifier, de se retrouver dans ce qu'on écrit. Et David, il a pris ça encore plus loin. C'est les enfants qui l'ont écrit eux-mêmes, là, mais dans mon cas, j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir comment les enfants pouvaient se retrouver puis dire ah oui, moi je connais Émilie Carr ou les loups. Puis en même temps, alors donc les enfants d'ici peuvent se retrouver, mais je pense qu'on a aussi un rôle à jouer, un peu comme la littérature qui viendrait d'Afrique ou de France auprès des Acadiens, des Québécois, c'est qu'on présente quelque chose d'ailleurs, ce qui est toujours un peu magique de présenter, de faire voyager les enfants. C'est toujours un peu magique d'aller ailleurs puis de découvrir autre chose. C'est magique d'avoir accès à votre connaissance aujourd'hui même. Tu sais, on parlait un peu plus tôt, mais à quel point c'est fascinant de dire qu'on est virtuellement avec plein de gens à la maison, capables de communiquer puis de se dire ces belles choses-là. Puis c'est ça, David, que vous faites justement quand vous allez faire le lien direct avec les jeunes des écoles. Vous, la littérature francophone, à Saskatoon, comment ça se passe? Les jeunes, est-ce ils doivent se sentir choyés en même temps d'avoir votre intérêt, surtout? Oui, c'est un sentiment ambivalent. C'est essentiellement et de plus en plus une réalité bilingue. Alors, ce sont des jeunes qui sont souvent de familles où on parle peu français, voire pas du tout, qui apprennent une langue et qui, au cours de leur scolarité, finalement, en deviennent très fiers. Et en font quelque chose. On a chez nous toute une génération d'acteurs qui sont plutôt des anglophones francophiles ou venant de familles qui avaient perdu le français et qui la réapprennent. Alors, c'est marrant, ils reprennent leur nom en français ou ils rajoutent le gagnon qui avait été oublié, etc. Et ce sont des gens qui ont une fierté dans la langue, dans leur seconde langue, et qui arrivent à un niveau exceptionnel. Donc, c'est quelque chose de très important. Et alors, mais ce lien, il faut le créer parce que à la maison, il n'est pas là. Donc, il se crée à l'école, il se crée avec les livres, il se crée avec le théâtre, il se crée avec tout ce auquel on s'attache. Et donc, là, on a vraiment un rôle à jouer. Alors, bien sûr, dans mon processus, ils se retrouvent en plus, c'est un miroir, donc ils sont particulièrement heureux de faire ça. Il y a toujours une énergie absolument, une espèce de bouillonnement d'énergie qu'il faut canaliser, c'est pas toujours facile. Oui. Mais bon, donc la matière ne manque pas parce qu'effectivement, on a tous un rapport avec les histoires qui est très fort. Et quand ce rapport passe par une langue qui n'est pas la sienne, il devient presque encore plus fort parce qu'il y a une fierté d'avoir appris une langue qui n'est pas la sienne et dans laquelle ils peuvent fonctionner. Et il y a des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui vivent essentiellement en français à Saskatoon dans leur profession, dans leur écriture, dans leur art, dans leur culture. Donc, voilà. Puis parlant de bouillonnement d'idées, jeunes et moins jeunes, si vous aviez un conseil, enfant, adolescent, adulte qui veut écrire, vous qui le faites depuis de nombreuses années ou qui avez changé carrément de carrière pour le faire, c'est quoi votre meilleur conseil pour écrire un livre? Je sais que c'est la question qu'on pose beaucoup, mais on dirait que chacun a des fois sa petite technique. Alors, Lynn? Ben, moi, je dirais c'est important que vous commenciez avec quelque chose qui vous touche, quelque chose d'important pour vous. Et puis, à partir de ça, alors la première question, c'est qu'est-ce qui me touche au cœur de moi? Et qu'est-ce que j'aimerais dire à ce sujet-là? Qu'est-ce que j'aimerais communiquer? Mais il ne faut pas que ça reste juste dans la tête, l'exercice d'écrire. Je pense qu'il faut juste se laisser aller et écrire tout un truc, une histoire ou quoi que ce soit, puis après la regarder et puis l'améliorer en changeant, en enlevant. Mais je pense qu'il faut être spontané. Il faut y aller comme ça. Là, je m'adresse à des enfants. Mais peut-être à des adultes aussi. Ah, la spontanéité, je pense que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens.
ça nous permet d'explorer quelque chose qui n'est pas tout dans la tête. Plutôt que de se dire, OK, je veux parler de blablabla, mais juste de se lancer et il nous vient toutes sortes de choses merveilleuses quand on est en train d'écrire. Puis si on se laisse aller, on découvre des choses plus belles que ce qu'on avait planifié ou prévu. David. Très vrai. Oui, de mon côté, c'est un peu un appel qui peut arriver à plusieurs âges de la vie, et donc il faut attendre cet appel-là d'une certaine manière. Il y a des jeunes qui l'ont très tôt. Je suis en relation d'ailleurs, courriel et téléphone, et on s'est vu une fois avec une jeune fille de l'Alberta qui a 12-13 ans et qui est une liseuse, dévoreuse de livres. Alors, 6 ou 7 par semaine, elle en laisse partout, dans les toilettes, dans sa chambre, dans toute la maison. Oh, wow. Elle en lit 3 ou 4 à la fois, comme moi d'ailleurs. On s'est reconnus. Moi, je me suis reconnu très tard comme écrivain, à 36-37 ans, mais elle, c'est déjà là. Et alors, elle était un peu impatiente parce qu'elle me dit, écoute, bien sûr, j'aimerais bien écrire un livre. J'ai déjà essayé, mais j'y suis pas arrivé. Je lui dis, écoute, moi, c'est à 36 ans que j'ai écrit ma première chanson, et mon premier livre, il a fallu presque que j'attende 40 ans. Alors, aie de la patience, ça va venir. De toute façon, chez toi, c'est inscrit. Tu pourras pas faire autrement. C'est ta nature. Alors, il suffit d'avoir un peu de patience. Je crois qu'elle comprend bien que son premier essai, elle a bien aimé ça, mais qu'elle va attendre quelques années, qu'elle ait un peu plus de maturité. Alors, c'est ça qu'il faut faire comprendre. Et c'est ça qui est magique aussi de travailler avec les enfants, c'est qu'on fait les ateliers, et ensuite, j'ai besoin de 6, 7, 8 mois pour écrire tout le livre. Et ensuite, il faut encore 6 mois de correction, etc., et d'impression. Et donc, il ne sort qu'un an et demi ou 2 ans après les ateliers. Et alors, pour eux, c'est une tranche de temps absolument inimaginable, 2 ans. C'est plus que n'importe quoi. Ils peuvent même pas imaginer. Quand 2 ans après, on revient avec le livre, c'est toujours assez magique parce que ils avaient complètement oublié. Et puis voilà que 2 ans après, tout ce qu'ils ont fait a un résultat physique et tangible. Et ça, je pense que c'est une expérience absolument extraordinaire pour eux. Oui, absolument, parce que c'est vrai, hein, l'âge, quand on a 11 ans, 2 ans, quand tu avais 9 ans, c'est très, très loin en arrière. Puis d'ailleurs, ce que je sais, c'est que là, la belle Simone, on a de la difficulté avec Internet, mais on l'a au téléphone, fait que j'ai le droit à des réponses. C'est fou ce qu'on peut faire maintenant avec Internet. Et donc, elle a dit, si vous avez une passion pour la nature, pour n'importe quoi, n'hésitez pas de faire des recherches, de fouiller, de faire des fouilles photographiques, autant des bestioles, de plantes, de tellement de choses à voir et à apprendre. Puis moi, c'est ce que j'ai remarqué en lisant son livre sur les papillons, justement, ce que j'ai trouvé super beau, c'est que c'est hyper instructif. On y trouve tellement d'informations, mais en même temps, c'est comique, c'est drôle, c'est des croyances. Par exemple, quand tu vois un papillon blanc, le fait que ça serait peut-être une âme qui revient ou quelqu'un qui t'aime. Donc, des fois, c'est juste de se rattacher à ces idées-là, puis d'aller chercher les informations. Et c'est ça, puis c'est ce que Simone voulait dire d'ailleurs, c'est que l'endroit, c'était ma prochaine question, l'endroit de prédilection pour écrire, parce que ça peut être inspirant aussi. Elle dit que c'est face à la rivière Rouge, où elle voit les animaux, le soleil, les oiseaux. Vous, votre endroit de prédilection, que ce soit à la maison, c'est un bureau, je sais que des fois, on a tous des petits endroits différents pour écrire. Lynn, votre endroit de prédilection pour écrire? Moi, j'ai besoin d'écrire dans un endroit tranquille. Okay. J'ai besoin de pouvoir quitter Vancouver ou même Saturna puis être complètement dans l'histoire. Alors, banalement, c'est un bureau, c'est un endroit où il n'y a rien qui me distrait, puis parce que j'aime beaucoup écrire, alors je veux être complètement là-dedans. C'est très bien. David, vous? C'est totalement le contraire. Je suis incapable d'écrire à un bureau. J'écris dans les cafés, sur le banc public, dehors, ailleurs, parce que c'est l'environnement qui m'envoie ces histoires. Ça a toujours été comme ça. J'ai jamais écrit une histoire que je voulais écrire. C'est toujours l'environnement qui m'a demandé d'écrire une histoire.
que j'ai reçus. Donc c'est là que je vais aller les chercher. Dans le bureau, je ne trouverai rien. Et probablement que les gens qui sont autour de moi, inconsciemment, nourrissent un peu cette histoire, les arbres parfois. Comme j'ai dit, j'ai écrit une histoire sur un arbre, un bouleau que j'avais vu très loin, dans le nord, au milieu des sapins, des épinettes noires. Donc c'est ça, il faut que je sois en contact avec l'environnement, que ce soit nature ou urbain. Et à ce moment-là, c'est lui qui m'envoie ces choses-là. Donc, je suis nomade. J'ai mes journées qu'on appelle les journées d'école buissonnière. Alors, je prends mon thermos, je prends mes sandwichs, etc. Et ensuite, je pars au hasard. Et ça doit être complètement au hasard. Sinon, ça ne marche pas. Donc, et à ce moment-là, les choses me parlent. Et donc, je reviens le soir, j'ai écrit 7-8 pages. Ensuite, il y a un travail de bureau, effectivement, de mettre ça sur ordinateur, etc. Mais la création elle-même, elle se fait dehors. Wow. Oui, mais c'est inspirant parce que je sais qu'en tant qu'auteur, je suis auteur aussi, puis souvent on dit, en ce moment, en temps de pandémie, c'est des fois un peu moins motivant. Hein? Les cafés qui sont fermés, on peut pas vraiment sortir de la maison, que ce soit les enfants, l'ambiance, tout ça. Justement, comment vous vous adaptez en ce moment? Premièrement, comment allez-vous? Mais comment se passe votre écriture en ce moment, puisqu'on est tous chamboulés un peu? C'est vrai qu'on est chamboulés. On s'attendrait à ce que les écrivains puissent écrire plus. Mm-hmm. C'est pas nécessairement le cas, mais je pourrais pas expliquer pourquoi. Je sais que dans mon cas, pour écrire, une chose que j'ai oublié de mentionner, oui, c'est mon bureau, mais à toutes les heures, une fois par heure, il faut que je quitte mon bureau et que j'aille marcher dehors. Mm-hmm. Alors, heureusement, on peut toujours aller prendre des grandes marches. Et souvent, c'est en marchant, puis en regardant, un peu comme David, au fait, on regarde autour de nous, puis on voit quelque chose, ou on pense à quelque chose, puis on se dit, ah, tiens, ça va rentrer dans l'histoire. On dirait que oui. c'est la même chose pour vous. Alors, je pense que l'alternance d'être dans son bureau, pour moi, puis de marcher dehors, puis de laisser les idées venir, puis après d'aller les mettre dans l'histoire, c'est amusant. Mais en termes de pandémie, puis de ce qui se passe en ce moment, au niveau du processus d'écriture, oui, je dirais que j'ai un peu plus de difficulté à me concentrer et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en général, on est un peu énervé avec tout ça. C'est bien normal, même si on se débrouille bien. Je voulais dire quelque chose au sujet de... mais ça m'échappe. Mais ça fait un beau parallèle aussi, je pense, avec les jeunes qui sont à l'école, justement, puis qui... C'est plus difficile de se concentrer. Je pense que tout le monde a besoin un peu de la relation sociale, puis je sais pas pour vous, mais personnellement, il nous reste 5 minutes déjà, ça va hyper vite. Puis, tu sais, d'avoir cette connexion-là, d'avoir le temps de connecter avec des gens qu'on connaît pas, mais à travers une passion, tout ça, à titre d'auteur, vous qui écrivez, est-ce qu'il y a une question qu'on vous a pas posée encore, que vous auriez aimé qu'on vous pose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire, que vous voulez ajouter par rapport à ce que vous écrivez ou qui vous motive? Avez-vous... Je dirais que c'est d'embrasser l'incertitude et ça va avec cette période de Covid qui est un grand point d'interrogation sur absolument tout, mais se lancer dans un livre, c'est exactement pareil. Pour moi, je sais pas, parfois, en ce moment, je suis à peu près à 200 pages d'un roman, je sais toujours pas de quoi ça parle et quelle va être la fin, ni même certains personnages que je découvre au fur et à mesure. Donc, c'est une espèce de grande découverte et on n'a aucune certitude. Et c'est un peu ça que Covid nous rappelle, c'est que la vie est une espèce de labyrinthe dans lequel on cherche ses repères et on cherche sa propre histoire. Anaïs Nin a dit, c'est une écrivaine franco-américaine, elle disait les auteurs écrivent pour créer un monde dans lequel ils puissent vivre. Donc c'est ça. En écrivant, on répond à des questions, on pose des questions, on répond à certaines de nos questions, on apprend à se connaître. Donc c'est vraiment un espèce de jeu de piste dans lequel les certitudes sont très très rares. Et le prochain bouquin sera complètement différent, l'histoire sera complètement différente. Et donc on va découvrir un autre aspect de soi-même. Donc on peut jamais planifier vraiment ce qu'on va écrire l'an prochain. C'est ça la beauté. Si on le savait, ce serait pas amusant.
Alors, c'est peut-être un peu ça, la beauté de Covid. On ne sait pas ce que nous réserve l'après-Covid ou quelle est la transition vers quelque chose, vers quelque chose dont on ne sait pas trop ce que c'est. On sait que les choses vont profondément changer, mais on ne sait pas trop de quelle façon. Oui, puis on souhaite sincèrement se retrouver. Moi, je souhaite avoir la chance de vous rencontrer en personne, si possible pas à 2 mètres et avec un masque. Puis il nous reste 2 minutes. Je tiens premièrement à remercier aussi Simone qui était présente avec nous, qui a eu de la difficulté avec son Internet, mais à tout le monde qui avait été présent, merci d'avoir pris du temps dans votre journée pour ça. Puis à vous qui avez pris 45 minutes, David, Lynn, c'était fantastique, vraiment, c'était inspirant. Puis vos livres, évidemment, sont disponibles en librairie. Je tiens à préciser aussi à tout le monde que sur le site du SLO, vous pouvez bookiner, donc slo.qc.ca. Allez découvrir les auteurs comme ces 3 charmantes personnes à qui on vient tout juste de parler. Ils ont tellement de choses à dire, puis je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à connecter aujourd'hui malgré tout, puis à se sentir bien. C'est cette connexion-là qu'on peut trouver à travers un livre. Puis vous le faites merveilleusement bien. J'ai eu un plaisir fou à vous lire. Chacun à votre façon, vous amenez quelque chose à notre jeunesse qui est exceptionnel et ils sont chanceux de vous avoir de l'Ouest canadien, en direct de l'Ouest canadien. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Je suis très heureuse d'avoir pu animer cette session-là. Et je vous souhaite une excellente journée. Aviez-vous un petit dernier mot, avant qu'on se quitte? Je voulais exprimer la même chose. Merci à Frédéric, l'animatrice, la charmante animatrice de même. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer sur mon écran. Ça me fait plaisir d'imaginer aussi les gens qui écoutent. Oui. En fait, se mettre à écrire. Oui, puis je veux juste leur rappeler vos titres. Donc, Simone Hébert-Allard, Les papillons des prairies, qui est un guide où on apprend tous les papillons, on apprend des mythes, des faits, des choses super incroyables. Lynn Garot, Émilie Carr, Une artiste dans la forêt, un livre absolument magnifique où on parle d'une femme qui avait des rêves de devenir peintre. C'est beau et c'est de faire rêver nos jeunes. Et David Baudemont avec Junk City, qui passe à travers les jeux vidéo, un livre écrit avec les jeunes, incroyable, où vous allez vous retrouver, que ce soit les changements, l'adaptation, plein de belles thématiques. Alors, les parents, je vous invite à aller sur le site du SLO, puis de rester en ligne d'ailleurs juste après. Il y a une autre belle animation à 12h30. Dans 1 minute, on est juste au temps. Donc, c'est Voyage dans le langage à 12h30. Merci d'être avec nous autres au Salon du Livre. On vous embrasse à distance, puis on a très hâte de vous revoir en vrai.